Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, notre invité est venu jusqu'à nous en studio. Il s'agit de Paul Le Garnic. Il est adjoint au maire de Pontivy, délégué à l'attractivité économique, à la tranquillité publique, à la sécurité et aux affaires générales. Il est également conseiller communautaire de Pontivy Communauté et il est donc venu pour cette matinale en direct avec nous en studio. Je l'en remercie. Bonjour Paul Le Garnic. Bonjour Stéphane et merci de votre invitation. Alors on s'est déjà parlé par téléphone lors de précédentes interviews, mais ce matin vous êtes venu en studio pour nous parler de cette tribune qui est parue ce mercredi dans Ouest France au sujet de la fermeture des commerces indépendants. Tribune que vous avez signée. Alors pourquoi avoir signé cette tribune? Je crois qu'il fallait réagir, c'est-à-dire que quand on a appris un peu comme un coup près la fermeture des commerces, moi je suis adjoint au commerce en fait dans ma ville, puisque finalement l'attractivité économique c'est beaucoup le commerce et bien voilà, on ne pouvait pas rester sans rien dire, puisque finalement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent cette décision assez aberrante et donc le rôle des élus parfois c'est d'interpeller aussi. Donc c'est pourquoi je me suis opposé en disant que disons la règle uniforme pour toute la France n'était pas tenable finalement. Alors c'est une question que j'ai posée à différents invités ici qui se sont succédés au micro de la matinale. Est-ce que dans cette gestion de la crise sanitaire que l'on traverse, il fallait plus associer les gens de terrain, à savoir les maires, à savoir les conseillers départementaux, les conseillers régionaux? Alors en termes d'association, je pense que nous sommes en partie consultés, il y a des échanges, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Cependant, le problème c'est vraiment disons, le périmètre de décision et la décentralisation. C'est-à-dire que c'est bien de consulter, de demander l'avis, mais il y a un moment, si on veut bien faire les choses en termes de décentralisation, il faut laisser la main au binôme qui est formé par les élus locaux, donc comme vous avez dit, maires, conseillers départementaux, conseillers régionaux, et puis les services de l'État, puisque finalement il y a aussi une partie verticale en France avec les préfets, sous-préfets, et c'est à ce duo-là qu'il faut laisser la main. Et finalement, la France est un grand pays avec 400 fromages, c'est-à-dire c'était assez peu reconnu puisque tout est gouverné à Paris. On voit que des pays même plus petits, la Suisse, moi j'ai des amis en Suisse, la Suisse c'est déjà pas grand la Suisse et c'est gouverné dans chaque canton. Voilà, l'Espagne il y a des autonomies, en Grande-Bretagne aussi il y a des entre l'Écosse et comment dirais-je, le Royaume-Uni c'est pas la même chose. Bon, et donc il faudrait aller vers cela en France, je pense. Mais comment diriger un pays qui a, je crois, 200 variétés de fromage, avait dit en son temps le général de Gaulle. C'était déjà compliqué. Justement, cette crise du Covid, mais aussi, on revient au commerce finalement, mais aussi en relief, si j'ose prendre l'expression, le fait des changements d'habitude. On s'aperçoit que finalement, on a besoin de local, on a besoin de contact physique aussi, plus encore en cette époque compliquée. Est-ce que c'est paradoxalement un atout pour le commerce, un atout pour les villes, pour essayer de redynamiser? C'était aussi le sens de la tribune que j'ai signée, c'est-à-dire que au-delà du problème des commerçants, qui est un problème important, qui est un problème économique, familial pour eux, ce sont beaucoup des entreprises familiales, eh bien c'est toute la vie d'un bourg, d'un village ou d'un centre-ville qui est pénalisé par cette règle, du moins dans nos territoires ruraux, comme pour ma part en Bretagne intérieure. Moi je trouve que la concurrence est quelque chose de sain et de normal. Quand on est commerçant, on est aussi un chef d'entreprise, la concurrence est quelque chose de normal. Donc finalement il y a les commerces indépendants, il y a aussi les grandes surfaces de périphérie qui ont leur rôle à jouer, et il y a maintenant les plateformes internet. Donc moi je comprends, chacun arbitre ses choix, chacun fait un peu ce qu'il veut malgré tout, on vote avec son porte-monnaie quelque part là-dessus, mais il faut que on n'impose pas à des concurrents un boulet au pied, parce qu'aujourd'hui les commerçants indépendants par rapport aux plateformes internet eh bien ils ont un boulet au pied, et par rapport à la grande distribution aussi, puisque on voit que les règles sont diversement respectées. On a attiré mon attention ce matin encore sur un problème à Pontivy. On a une des grandes surfaces de périphérie qui vend des produits d'occasion en prétextant de l'ouverture de la grande surface, alors que les antiquaires ou les brocanteurs ne peuvent pas être ouverts parce qu'ils ne sont pas considérés comme essentiels. Bon, il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur cette notion d'essentiel ou pas, mais voilà. J'allais y venir à cette notion d'essentiel. On a le sentiment quand même que c'est à deux vitesses. Oui, c'est-à-dire que moi je ne jette pas la pierre à l'exécutif, parce que finalement c'est une situation qui est compliquée. Chacun essaye de trouver les meilleures solutions, mais si vous vous posez de mauvaises questions, vous avez forcément de mauvaises réponses.
C'est-à-dire que quand on essaye de créer une ligne de partage entre ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel, bon, déjà pour moi c'est impossible, c'est vraiment un rêve bureaucratique de croire que quelqu'un dans un bureau à Paris ou ailleurs peut le faire, et vous créez beaucoup de ressentiments. Aujourd'hui il y a une grande résignation de beaucoup de commerçants, parce que c'est vraiment horrible comme coup près qu'on vient de vous dire que ah bah non, vous n'êtes pas essentiel, et puis vous ne pouvez pas trouver la bonne solution, parce que aujourd'hui se couper les cheveux c'est essentiel, par contre les dames qui veulent se faire épiler ça n'est pas essentiel, donc faire ressemeler ses chaussures c'est essentiel, mais acheter des chaussures ça n'est pas essentiel. Donc voilà, on aboutit forcément à du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'à ligne de partage, il faut la faire entre les différents pays de France. Comme je vous l'ai dit, avec la décentralisation, c'est plus dire, peut-être dans telle ville, il y a une situation difficile, là il faut mettre tout sous cloche. Par contre, dans telle ville, ça se passe mieux, il faut réouvrir. C'est plus ça, la ligne de partage, que faire par commerce, parce que ça ne ressemble à rien. Alors justement, on a dans ces commerces les restaurateurs, par exemple, qui sont très impactés, très touchés. Plus d'1 an de fermeture, certains malheureusement ne s'en relèveront pas. Comment, par exemple, une ville comme Pontivy ou une communauté de communes, d'agglomération, peut intervenir pour essayer de soutenir ce secteur quand la réouverture, et on l'espère rapide, interviendra? Alors on disait en France, les tables de la loi sont les lois de la table, c'est pour dire que la restauration était quelque chose de très important, et aujourd'hui c'est un secteur qui est sacrifié, et surtout qui est sacrifié à mon avis en grande partie sans raison, parce que bon, premièrement, je pense qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts pour contenir les risques éventuels de contamination. Moi je n'ai pas d'éléments aujourd'hui me permettant de dire qu'il y a eu des contaminations dans les restaurants, du moins une fois que les protocoles avaient été mis en place. Ce qui est différent, on a des cas de contamination dans les maisons de retraite, dans les foyers de vie, lors de fêtes, ce genre de choses. Mais moi, sur les restaurants, je n'ai pas d'éléments concrets. Par ailleurs, j'ajoute que aujourd'hui encore, pour des nécessités qui sont compréhensibles, une partie des restaurants hospitaliers pour le personnel sont ouverts, une partie des restaurants militaires, des messes, et aujourd'hui je crois que dans ces lieux-là, qui sont contrôlés naturellement, on n'a pas de cas de contamination, pourtant ça fait des mois et des mois, ce sont de grandes collectivités, parfois avec beaucoup de repas qui sont servis, donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Finalement ce sont les commerçants indépendants qui ont fait le plus d'efforts, et aujourd'hui ce sont eux qui sont considérés comme des pestiférés par le gouvernement. Donc après nous au niveau local, on essaye de bricoler, puisque finalement on parlait de la centralisation. France est un pays jacobin, donc ça découle de Paris. Donc quand Paris nous dit c'est comme ça, bon bah nous on peut faire que améliorer à la marge. Vous arrivez à faire remonter quand même? Alors sur les restaurateurs, donc on avait mis en place Place au Resto là pour les mettre chacun à l'honneur toutes les semaines, ça marche bien et ça continue. Sur le fait de remonter, nous avons une grande chance à Pontivy, qui est une exception française, c'est que Pontivy finalement est le seul exemple de cohabitation physique dans le même bâtiment entre la mairie et la sous-préfecture. Donc, en fait, monsieur le sous-préfet est dans le bâtiment au-dessus enfin, du moins dans l'étage au-dessus de madame le maire. Et donc, c'est plus facile pour pouvoir discuter, finalement. Exactement. Ça nous permet un grand dialogue. Monsieur le sous-préfet, Patrick Gauthier, nous permet de faire remonter un certain nombre d'informations via les canaux usuels. Et puis, vous dites, c'est intéressant pour discuter aussi, parce qu'il y a ce qu'on fait remonter. Et puis, il y a la collaboration que nous avons avec la sous-préfecture. À Pontivy, nous avons eu la chance de pouvoir organiser, malgré l'épidémie, un certain nombre d'événements, même de grands événements. Nous avons fait une course de semi-marathon avec des centaines de coureurs. Finalement, aujourd'hui, je suis ici à Quessoy, donc c'était une course entre donc c'est Loudéac-Pontivy une année et Pontivy-Loudéac l'autre année, donc une course interdépartementale. Ça a pu se faire. À l'automne, à l'hiver, donc grâce à l'association APOM de Pontivy et à son président Jean-Louis Chartier, nous avons organisé un marché de Noël. Vous en aviez parlé, je crois, sur l'antenne de Bretagne 5. Absolument, donc des milliers de personnes qui sont venues, grâce à l'accord du sous-préfet, et en validant des protocoles extrêmement stricts, et puis en s'adaptant aussi. Aujourd'hui, les événements qui peuvent se maintenir, ce que nous souhaitons, ils s'adaptent. Bon, pour parler très concrètement du marché de Noël, cela signifiait ne pas mettre de grands chapiteaux, signifiait mettre un sens de circulation, imposer le paiement sans contact aux commerçants ambulants qui ne sont pas forcément familiers de la chose. Donc ce travail a été fait en amont. On a eu l'aval du sous-préfet puisqu'on travaillait de concert avec lui, et ça nous a permis de faire finalement le plus grand marché de Noël de Bretagne cette année. Donc c'est ce dialogue qui permet d'avancer. Nous avons beaucoup de chance à Pontivy sur la qualité de ce dialogue. Voilà, qualité du dialogue entre les élus et les représentants de l'État, important. Et puis aussi ces formes, alors pardonnez-moi le terme, il est peut-être un peu clinique, mais ces formes de laboratoire
finalement qui prouvent que avec un peu de bonne volonté et puis de civisme, on pourrait peut-être essayer d'écourter ce temps trop long de fermeture des commerces. Je pense qu'il y a une forme de sidération au départ de cette épidémie que le gouvernement est manifestement mal préparé, puisque, et c'est pas forcément facile, hein, donc je m'en souviens que le ministre de la Santé avait dit qu'il n'y avait aucun risque en France, et puis bon, finalement, bien mal lui en a pris. Mais aujourd'hui, la situation est différente puisque nous avons du recul. Et moi, je crois que nous n'utilisons pas assez ce recul. Dans la tribune que vous avez évoquée, je citais l'exemple des cinémas, puisque finalement, par décision du Conseil d'État, et ce qui est compréhensible, on considérait que la liberté de culte devait primer sur les intérêts purement épidémiques ou anti-épidémiques. Et donc, les églises ont été réouvertes pour les messes. Bon. Donc, on sait aujourd'hui les risques de contamination éventuellement qu'il y a quand plusieurs personnes s'asseyent côte à côte, 1 heure de rang, bon, en l'occurrence le dimanche pour la messe. Et bon, je ne crois pas que ça ait causé non plus de foyers épidémiques. Et donc, à ceci près, quand on chante en plus à la messe et qu'on est censé y aller toutes les semaines pour ceux qui veulent. Donc, moi, je ne vois pas si il n'y a pas de problème dans les églises. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réouvrir les cinémas, par exemple? Il faut s'appuyer sur les exemples que nous avons pour diffuser les bons protocoles, puisqu'on nous parle de protocoles, donc il faut le faire. Et puis, il faut progressivement réouvrir. Et pour moi, les cinémas, il y a une grande incompréhension. D'autant qu'en embuscade, on a les plateformes qui, elles, font recette, puisque aujourd'hui on ne va plus au cinéma, donc on regarde les séries ou les films chez soi à la télé, dans son canapé. Là aussi, il y a une réalité économique qui peut changer avec cette épidémie. Bah oui, comment il y avait un tableau où il y a toujours un tableau, la liberté guidant le peuple. Bon, bah aujourd'hui, je ne sais pas si la liberté guide encore le peuple en France. Donc, la concurrence n'est plus vraiment permise. Et c'est ça. C'est-à-dire que moi, je comprends qu'il y a à la fois les cinémas et puis les plateformes numériques, mais il faut qu'on laisse les gens se battre à armes égales. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et le problème pour l'avenir, c'est que c'est comme le dentifrice dans le tube de dentifrice. C'est facile à faire sortir, mais après, on ne peut pas faire re-rentrer le dentifrice dans le tube. Bon, bah là, c'est pareil. Si le gouvernement, du moins, et la bureaucratie s'acharne à empêcher la réouverture des restaurants, des cinémas et de tous ces autres éléments qui sont fermés, et de la culture de manière générale, on risque de perdre des habitudes. Et il ne faut pas qu'on casse ces traditions françaises. La France a inventé le cinéma, et ce n'est pas le moment de casser cela. Voilà, donc là aussi, une réflexion à mettre en place, peut-être des idées à faire passer. Est-ce qu'elles sont faciles, justement? Là, on parlait tout à l'heure des bons rapports entre Pontivy et l'État, par exemple, mais d'une façon plus générale, est-ce qu'elles sont faciles à faire passer, ces idées, quand on dit, voilà, chez nous, ça marche, pourquoi on ne pourrait pas faire un peu plus? Alors, il y a ces instances de dialogue, comme vous le dites, et c'est facile, si vous voulez, de faire passer les idées à quelqu'un qui est dans le bâtiment d'à côté ou qui est à la préfecture. Aujourd'hui, le problème, c'est que tout est centralisé vraiment à Paris. Moi, je n'en veux pas forcément à l'équipe du gouvernement actuel, puisque bon, les pauvres, ils ont une situation extrêmement difficile à gérer. Situation inédite. Absolument, absolument. Donc, il ne faut pas leur en vouloir outre mesure. Mais aujourd'hui, c'est la machine bureaucratique qui ne va pas. C'est-à-dire que finalement, gouvernant ou pas, il y a beaucoup de choses qui sont décidées par des bureaucrates qui ne sont pas élus, et ce sont eux qui en grande partie commandent. Donc aujourd'hui, moi je préférais qu'on ait un système où on peut faire remonter les bonnes idées dans un périmètre compréhensible au département ou à la région, mais pas forcément à Paris, puisque finalement depuis Paris il y a 100 préfets, je ne sais pas combien, 300 sous-préfets, donc ils ne peuvent pas faire une bonne synthèse de tout cela, quoi. Donc plutôt l'échelle régionale que l'échelle nationale. Peut-être que les espoirs sont permis, Léna vivant ces dernières heures. Ah oui, mais alors je trouve que pareil, on veut jeter l'ENA comme le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que en France, on a une administration pléthorique, on est peut-être le pays le plus administré, je pense après Cuba et la Corée du Nord, donc bon, là, on a ce qu'il faut. Mais si on a une grosse administration qui s'occupe de tout, il faut de bons administrateurs. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'on ait une école d'élite pour des administrateurs d'élite. La question après, c'est la place de l'administration. C'est-à-dire que les administrateurs, ils sont faits pour administrer, et donc pour obéir à ce qu'on leur dit de faire. Bon, tant que ça reste dans ce cadre-là, c'est comme dans une mairie, finalement, tout fonctionne. Aujourd'hui, le problème de l'ENA, c'est que beaucoup de gens qui sont intéressés par la vie d'élu, par la politique, ce qui est compréhensible, voient l'ENA comme une porte d'entrée vers la politique. Et donc, il y a une confusion entre l'ordre qui devrait être donné, qui vient des élus, qui peuvent être de tous horizons, et puis l'application qui vient de l'administration. Le problème en France, c'est qu'on a une grande porosité entre les élus et la haute administration,
qui est assez simple à comprendre, puisque finalement, si vous êtes profession libérale ou salarié, que vous vous engagez dans un mandat de 6 ans, donc si vous en faites 2 de 12 ans, enfin voilà, c'est une mise en parenthèse de votre carrière, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais quand vous êtes fonctionnaire, a fortiori haut fonctionnaire, vous n'avez pas cette perte d'avantage, puisque vous pouvez vous mettre en disponibilité. Donc aujourd'hui, la haute administration phagocyte la politique, et il faudrait faire comme en Grande-Bretagne finalement, et comme des personnalités l'ont fait, comme Bruno Le Maire l'a fait d'ailleurs, de dire je suis élu, je démissionne de mon mandat de fonctionnaire. Et ça permettrait d'avoir une plus grande diversité de profils, je pense, en politique. Donc l'ENA, moi ça ne me dérange pas qu'on ait de l'élite administrative, elle doit rester à sa place, et il faut plutôt, à mon avis, séparer l'ENA de la politique, pour que, pareil, ce qu'on disait tout à l'heure sur la liberté de concurrence quelque part, que les énarques ou les hauts fonctionnaires soient placés sur un pied d'égalité par rapport aux autres électeurs qui voudraient faire la politique. Alors, Paul Le Garnic, il y a aussi, on parle un peu de politique, alors on va continuer dans la démarche, les élections régionales et départementales qui arrivent. Un peu plus tard, on aura les législatives et la présidentielle. Il y a eu un report déjà, on parle parfois encore de report, même si le gouvernement là, a l'air de vouloir en tout cas les maintenir si la situation sanitaire se maintient en tant que telle. Est-ce que ça va être compliqué ces élections? Enfin bon, là on parle un petit peu plus en règle générale, mais est-ce que ça va être compliqué d'un point de vue politique? Eh bien, bon, il y a eu cette question du report. Nous avons vécu déjà le report pour les élections municipales, parce qu'il y avait justement cet effet de sidération, qu'on se souvient qu'on a été tous mis sous cloche finalement 2 jours avant qu'on dise aux gens il faut aller voter parce que c'est important. Donc un message un peu brouillé. Donc aujourd'hui, à mon avis, les collectivités, conseil régional, conseil départemental, ont besoin de travailler. Pour cela, il leur faut des élus. On ne peut pas se permettre comme ça d'avoir un horizon qui n'arriverait pas sur ces élections. Et puis, je pense que c'est aussi ce qu'on disait. Voilà, aujourd'hui, il vaut mieux essayer de faire des choses, du moins, oui, faire des choses en ayant des accommodements raisonnables, en faisant mieux plutôt que de dire on ne fait rien. Bon, des grands pays votent, en Espagne ils ont voté, en Allemagne ils ont voté, donc moi je pense qu'on doit pouvoir organiser ça en France. Est-ce qu'il faut réformer là aussi notre façon de voter aujourd'hui? On se déplace, on va mettre notre bulletin dans l'urne, c'est très classique, parfois on fait une procuration quand on ne peut pas aller voter. Certains pays ont opté pour le vote électronique ou le vote par correspondance. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui naturellement devra arriver? Alors, bon, le vote par correspondance a été supprimé dans les années 80 pour des raisons de fraude, de risque de fraude. En France, nous avons un système de vote qui est assez archaïque, c'est vrai, mais d'un autre côté, qui a l'avantage de ne permettre quasiment pas de fraude, puisque bon, moi, comme tous les élus locaux, s'il y en a qui écoutent, on tient les bureaux de vote à toutes les élections. Moi, je fais ça depuis 2014. Le risque de fraude est extrêmement faible. Donc, ça, c'est un bon point. Et moi, j'aurais beaucoup moins confiance à titre personnel dans les ordinateurs ou le vote par correspondance. Par ailleurs, puisque c'est la question et qu'on a eu une actualité là-dessus à Pontivy, il y a un processus qui est rodé, puisque nous, à Pontivy, on a eu un recours pour les élections. Donc, comment dirais-je, les conseillers communistes de la municipalité ont voulu faire un recours parce que j'ai voté avec mon grand-père, vous voyez. Et alors naturellement, le tribunal administratif a fait litière de leurs arguments, mais voilà, on a un système politique qui est organisé, un code électoral qui est clair, et aujourd'hui, je pense que l'argument de la fraude, c'est ça. C'est-à-dire que même si des gens un peu azimutés à la fraude, il y a des moyens de vérifier, qui ont permis de nous blanchir d'ailleurs, mais ça n'aurait pas été possible, ou on aurait pu avoir des soupçons beaucoup plus grands de fraude avec l'informatique, à mon avis. Donc moi, à titre personnel, je n'y suis pas favorable. Voilà, parce que pas forcément de contrôle facile, et puis le risque des fameux hackers qui peuvent aussi intervenir à ce niveau-là et fausser le vote. Paul Le Garnic, 2 lois en ce moment sont discutées à l'Assemblée nationale. Une est passée hier, on a parlé beaucoup des langues régionales. Alors évidemment, on va s'approprier le breton et le gallo pour notre région. Est-ce que c'est une bonne chose, cette loi sur les langues régionales? C'est une excellente chose, et je pense que c'est un sujet transpartisan, puisque finalement les 2 fers de lance de cette loi ont été Paul Molac et Marc Le Fur. Donc, on chantait le Brogos Mazadou hier, d'ailleurs, l'hymne breton. C'était un bel hommage. Donc moi, j'y suis extrêmement favorable. D'un point de vue local, à Pontivy, nous avons des difficultés avec notre école d'Ivoine, ou du moins l'école d'Ivoine a des difficultés d'ordre financier. La ville de Pontivy,
qui est la ville qui accueille cette école, fait son travail, puisque nous payons le forfait communal pour cette école, d'accord. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les maires des communes alentours, pour leurs enfants scolarisés dans cette école centrale à Pontivy, ne le faisaient pas. Et aujourd'hui, la difficulté financière, elle est là. Donc, comme en allant taper à la porte finalement des maires, ils n'ont pas obtenu gain de cause, eh bien, aujourd'hui, leur bras va être un peu tordu, mais je pense que c'est nécessaire si on veut conserver la langue. C'est un patrimoine inestimable. Bon, on voit aussi que c'est un sujet qui est passé, il y avait des accords de plusieurs groupes finalement. Bon, il n'y a qu'un tiers je crois, de La République En Marche qui a voté pour, donc ça s'est fait contre le groupe majoritaire. La France Insoumise a brillé finalement par son opposition, mais bon, il y a eu aussi à votre propre radio un responsable qui s'était exprimé de façon assez malheureuse. Donc voilà, je pense qu'il faut que les gens raisonnables disons, aillent dans ce sens, éventuellement contre l'avis du gouvernement. Mais voilà, je pense que c'est une très belle victoire, transpartisane, et il faut remercier Marc Le Fur et Paul Molac. Eh bien voilà, vous l'avez fait sur l'antenne de Bretagne. C'est Paul Molac d'ailleurs qui sera à votre place, enfin au téléphone, mercredi, pour commenter justement cette loi pleine de promesses pour la suite, évidemment. Paul Le Guernic, il nous reste quelques minutes. J'aurais voulu aussi vous entendre sur l'autre loi justement dont on a beaucoup parlé, cette loi sur l'euthanasie, loi qui ne sera pas adoptée, beaucoup d'amendements. Quelle est votre position, si vous souhaitez répondre? Bon, bah là, ça dépasse un peu ma compétence d'adjoint au maire. Je pense que bon, il peut y avoir des oppositions personnelles à ce principe d'euthanasie, mais bon, si on défend la liberté comme je le fais, ça comprend aussi la liberté de ne pas s'opposer à ce que les gens veulent faire de leur propre vie, voilà. Y compris dans la mort. Mais bon, ça ne veut pas dire que je sais pourquoi j'aurais voté ou quoi, mais c'est mon sentiment personnel. Voilà. Inédit. Paul Le Guernic, un dernier mot. Allez, on va se quitter en parlant de Pontivy qui s'appelait jadis Napoléonville. Et il y a à Pontivy une gare. Pas encore de train, mais ça frémit. On en parle souvent sur cette antenne. Pontivy, cette belle gare qui a retrouvé cette plaque de Napoléonville. C'est une fierté pour la ville aussi, la gare de Pontivy. Oui, la gare de Pontivy, nous avons une grande chance finalement, puisque malgré les remous que ça avait créé dans la minorité à l'époque, on est content d'avoir un porteur de projet privé, un investisseur privé, qui met non seulement son argent, mais son cœur, son âme et puis son temps. Sa passion même. Sa passion, Jean-Philippe, que je salue s'il écoute. Voilà, c'est une grande chance. Aujourd'hui, c'est un partenariat qui fonctionne bien, parce que la ville, avec l'aide du Conseil régional d'ailleurs, va prendre, disons, à sa charge la construction de ce qu'on appelle maintenant, en fait, une gare routière, mais un pôle d'échange multimodal, comme on dit, devant, et lui refait pour une somme rondelette le bâtiment qui va devenir magnifique. Il y a effectivement cette affiche, enfin du moins, ce marquage Napoléonville à l'intérieur qui rappelle bien l'histoire impériale de la ville. Je pense que, puisque la première étape sera un train touristique cet été, je pense que voilà, d'un point de vue touristique, il faut aussi ne pas oublier l'empereur, ne pas oublier Napoléonville, même si nous sommes un peu contraints par les règles sanitaires, parce qu'il y a les 200 ans de la mort de l'empereur, qui ne pourra pas être commémoré autant que sans doute on l'aurait voulu et que l'Office du tourisme le voulait. Mais voilà, je pense que ce sont des choses importantes pour l'avenir de Pontivy. La gare, le train, et puis le tourisme avec cet élément impérial qu'il ne faut pas négliger. Voilà, élément impérial. On en parle beaucoup de Napoléon en ce moment, alors voilà, de Bonaparte en l'occurrence. Fallait-il, d'ailleurs voilà une question que je pourrais vous poser, fallait-il commémorer Bonaparte ou la Commune? C'est la grande question de ces derniers temps. Alors, c'est très intéressant. Moi, non, c'est pas une question piège. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Donc, Napoléon est un personnage, disons, clé dans l'histoire de France. Donc, il faut bien différencier l'histoire et la mémoire. D'un point de vue historique, il doit être étudié. Bon, après, célébrer, ça, c'est une autre question. Moi, à titre personnel, je trouve qu'il a, même s'il y a une forme de grandeur et de beaucoup de bonnes œuvres qui ont été faites, mais bon, je trouve qu'il a fait tuer quand même beaucoup de braves Européens pour pouvoir être célébré justement. Sur la commune de Paris, aussi un élément capital de l'histoire de France, puisque finalement, c'est la République sociale qui est matée dans le sang par la République Versailles, puisqu'on dit toujours les Versailles, l'air de dire qu'ils sont royalistes, mais en fait, c'est une république. C'est une guerre quelque part entre deux républiques, entre celle qui a été proclamée et puis la République de la Commune, enfin du moins la République sociale de la Commune. Donc, encore une fois, si je peux exprimer un point de vue, je pense que de la même façon,
la commune de Paris a créé trop de troubles, notamment les assassinats de la rue d'Arcueil, de la rue d'Axo et de Monseigneur d'Arbois, qui sont des tâches intelligibles pour la commune, mais ça n'excuse pas la répression thierriste qui a été horrible. Et aujourd'hui, du moins à l'époque, c'était le peuple de Paris qui a été massacré. Il avait ses idées, et je dirais la même chose de Thiers, c'est que Thiers n'a pas à être célébré pour avoir tué trop de bons Français. Voilà. Même s'ils avaient des idées qui étaient contraires aux siennes, ça n'est pas respectable. Voilà, aujourd'hui, heureusement, on ne tue plus, en tout cas pas en France, heureusement, fort heureusement pour des idées. On débat, on essaie de débattre. Paul Le Garnic, on a un petit peu débordé du cadre, on a parlé un peu d'histoire et ça fait du bien aussi à la radio le matin. C'est là qu'on va s'arrêter car il est déjà 8h55. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Pontivy, délégué à l'attractivité économique, c'est vendredi, l'attractivité économique, à la tranquillité publique, à la sécurité et aux affaires générales. Vous êtes également conseiller communautaire de Pontivy Communauté. Vous êtes venu jusqu'à nous dans les studios de la matinale. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. C'est moi qui vous remercie parce que finalement j'avais une première aux radios, du moins au micro de Bretagne 5 et là c'est ma première en studio, donc je vous remercie beaucoup. Voilà, écoutez, vous êtes venu et puis vous reviendrez forcément. Avec plaisir. Voilà. Merci infiniment. Il est 8h56. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.